Merci beaucoup pour l'attention que vous ne cessez d'accorder à votre chaîne FM Télévision. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour le cadre de votre émission « Ce que dit le droit ». « Ce que dit le droit », c'est une émission auquel nous abordons plus les questions juridiques, tout ce qui est lié au droit, nos droits et nos devoirs vis-à-vis de la République, vis-à-vis de nos compatriotes ou de nos citoyens avec qui nous vivons ensemble. Aujourd'hui, nous allons essayer de parler du traitement que vivent les détenus. Aujourd'hui, à chaque fois que quelqu'un est arrêté, soit par les services spéciaux, les services de renseignement, la police, la première des choses, c'est nos téléphones que nous utilisons pour filmer. Et filmer et puis balancer sur la toile. Une personne qui ne connaît même pas encore son sort, mais sa personnalité est salie juste parce que il y a des gens qui ont filmé au moment où il a été arrêté. Et curieusement, le plus souvent, ce sont ces personnes qui viennent arrêter, ou ce que nous appelons communément les agents de l'ordre qui viennent arrêter. Ce sont eux qui filment. Nous l'avons vécu tout récemment, je crois le mois passé, avec ce phénomène partout où il y a eu mort d'homme. Les vidéos ont circulé sur la toile, on ne connaît même pas à ce jour où en est le procès, mais dans la semaine qui vient de se terminer, nous avons aussi vécu un autre théâtre de ce genre, c'est le bourgmestre de la commune de Kalamou dans les bâtiments qui seraient aux arrêts, dans les bâtiments des services de renseignement, c'est-à-dire de l'ANR, filmés, en train d'être, je ne dirais pas torturés, mais on leur demandait de faire des physiques. Est-ce normal qu'une personne qui est encore détenue et qui jouit de sa présomption d'innocence doit être vilipendée jusqu'à ce point, même s'il est condamné? Est-ce que la dignité d'une personne doit être jetée à l'eau seulement parce qu'il est condamné? Aujourd'hui, nous en parlons avec M. Dani Chamala, qui est juriste. Avec lui, nous allons essayer d'aborder tout ce qui est angle juridique sur la problématique que nous allons traiter sur ce plateau. Je m'en vais déjà lui dire bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Comment vous allez? Non, je vais bien. On se retrouve aujourd'hui dans le cadre de l'émission « Ce que dit le droit ». Nous avons l'habitude de vous recevoir dans notre émission Grande Analyse pour parler de la politique. Mais aujourd'hui, nous parlons de... Oui, nous sommes là pour ça et on va éclairer l'opinion sur quelques questions qui se posent et qu'ils se posent aussi. Parce que c'est une question qui dérange un peu la population, qui dérange beaucoup de gens, peut-être parce qu'ils ne comprennent pas, ou soit parce qu'ils ne connaissent pas leurs droits. Ce qu'il faut beaucoup plus marteler, c'est que les gens doivent connaître leurs droits. Lorsque vous venez pour m'arrêter, lorsque vous venez pour m'interpeller, lorsque vous m'invitez, vous êtes magistrat, vous êtes OPJ, vous êtes du service de sécurité. Au fait, chaque personne doit quand même connaître ses droits pour les défendre et puis savoir effectivement ce qu'il doit faire et comment il doit se défendre. Donc, c'est dans ce sens-là, je crois que au fil du temps, aussi longtemps que nous allons évoluer avec les questions-réponses, je pense que nous aurons peut-être à glisser quelques mots qui permettront à ce que beaucoup de gens puissent comprendre un peu de quoi il s'agit et comment il faut se comporter et quelle attitude prendre lorsqu'il s'agit de questions relatives à la liberté, questions relatives à la dignité humaine, questions relatives à l'honneur de la personne. Voilà, merci beaucoup. Je pense que nous sommes tous en République démocratique du Congo. Je crois il y a un mois passé, il y a 2 vidéos qui ont circulé sur la toile où on parlait de phénomènes partout. Je ne vais pas revenir sur les faits, mais ma question est celle de savoir, en tant que juriste, est-ce que quand des personnes adultes décident de trouver un endroit où ils peuvent aller se réjouir, pas nécessairement pour des fins de sexe, ou pour des fins de sexe, est-ce une infraction? En fait, ce que nous devons comprendre d'abord, je ne veux pas commenter cet aspect de ce qui s'était passé. Je crois effectivement dit quelque part là. J'avais aussi suivi comme tout le monde. Je ne connais pas comment la situation s'est terminée. Je ne sais pas ce qui est arrivé. Mais seulement ce que je vais d'abord dire, c'est que nous devons savoir une chose. C'est quoi là? Ce que nous devons savoir, c'est que toute personne humaine, toute personne humaine a des droits qui sont garantis par la loi de la République,
notre constitution, même les traités internationaux, garantissent quand même les droits à toutes ces personnes-là, étant donné que ce sont des personnes humaines. Vous verrez que dans notre constitution, il est dit que toute personne est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit établie par le juge. Alors, ce que vous posez comme question, c'est de savoir lorsque les personnes se sont retirées dans un endroit caché, pour de fins de sexe ou pas de sexe, est-ce que ça constitue une infraction? Ce que je peux répondre d'entrée de jeu, c'est seulement que l'infraction dans le cas d'espèce sera intitulée comment? Parce que il y a des personnes qui ne sont pas mariées, mais qui se retrouvent peut-être à l'hôtel. Il y a des personnes qui sont mariées, qui se retrouvent aussi quelque part. Donc, pour le fin de sexe ou quoi que ce soit. Et je crois que ce n'est pas interdit par la loi. Aucune loi n'interdit à ce que les gens puissent se retrouver quelque part pour le fin de sexe. Surtout qu'il s'agit de personnes majeures. Ici, il est interdit tout simplement aux mineurs de se retrouver dans des coins pareils, soit entre et de mineurs, soit un mineur avec un majeur. Là, la loi a interdit. Mais lorsqu'il s'agit de personnes majeures qui se retrouvent à un endroit, et surtout que c'est de leur propre et de leur libre consentement, je ne vois pas en quoi la loi va interdire ou en quoi la loi peut interdire. Parce que ce qui peut être interdit ici, c'est seulement à ce que vous êtes en train de faire là ne soit pas fait publiquement. Vous comprenez? Mais comme c'est à un endroit caché, vous ne savez pas ce qu'ils font là-bas. Peut-être qu'ils sont là pour des raisons d'une causerie, d'un entretien, d'un traité, quelque chose et tout ça, mais vous ne pouvez pas interdire aux gens de se retirer quelque part, et surtout qu'il s'agit de quelque chose qui ne viole pas la foi publique. Donc la loi n'interdit pas. Ce n'est pas interdit par la loi et je ne connais nulle part où la loi interdit à ce que deux personnes puissent se retrouver quelque part pour parler ou pour faire leur sexe ou quoi que ce soit. Donc je ne connais pas une disposition de loi qui interdit ça. Pour ne pas rester dans cet aspect de faits qui se sont déroulés, mais c'est vrai que ça nous inspire comment réfléchir pendant cette émission. Est-ce qu'il est permis aux services, quand ils viennent arrêter des gens, de les torturer? J'ai dit non. Il n'est pas... D'ailleurs, les tortures sous toutes les formes sont interdites, que ce soit par la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1789, confirmée par celle de 1948 et par la Constitution de la République démocratique du Congo, même par nos lois. Les tortures sont constitutifs d'une infraction. Et c'est prohibé sur toutes ses formes. Dans le sens que toute personne humaine doit être respectée, traitée avec dignité par nos services tels que vous les citez là. Ce que je vais dire ici, c'est quoi? Nous avons un sérieux problème. Le problème que nous avons, c'est le problème de la formation. Et de l'information aussi. Il n'est pas dit que parce que vous êtes un agent du parquet, un agent de la police, que vous êtes l'ennemi de celui que vous êtes allé arrêter. Vous n'êtes pas son ennemi parce que l'acte qu'il a posé, l'acte qui a poussé à ce qu'il soit interpellé, ne vous concerne pas. C'est un acte peut-être qui a troublé l'ordre public. Et lorsqu'on vous demande d'aller l'arrêter ou de l'inviter, c'est tout simplement pour que cette personne soit resocialisée. Lorsqu'il est interpellé, on lui pose des questions par rapport à ce qui a été dévoilé devant le magistrat ou ce qui a été amené devant l'OPJ, s'il est coupable ou il n'est pas coupable. Donc, vous n'avez pas le droit de les torturer parce que il bénéficie jusqu'à présent de la présomption d'innocence, comme cela est dit par notre Constitution à son article, si je ne me trompe pas, de la Constitution, c'est son article 17, le dernier alinéa. Cette disposition dit que toute personne interpellée ou arrêtée
bénéficie, continue toujours à bénéficier de ce principe, de ce droit de la présomption d'innocence. Donc, vous ne pouvez pas aussitôt arrêter quelqu'un, vous commencez à le torturer comme si il est déjà condamné ou il est déjà coupable. Même celui qui est déjà condamné, vous n'avez pas le droit de le torturer. Vous voyez un peu. Le problème, c'est que nous devons, au niveau de nos services, former nos agents, informer nos agents sur les lois que nous détenons et sur la pratique, comment il faut traiter ces gens-là que vous êtes en train d'arrêter. Parce que ce ne sont pas vos ennemis. Ce ne sont pas vos ennemis. Vous pouvez arrêter quelqu'un, vous l'amener auprès du magistrat du parquet. Lorsque vous l'amenez, il vient auprès du magistrat, il commence à déposer par rapport aux faits qui lui sont reprochés. Vous trouvez peut-être qu'il est innocent. Ou soit, vous trouvez que vous vous êtes trompé sur la personne, alors que vous l'avez déjà maltraité. Donc, il n'est pas permis aux agents, et surtout ces agents de l'État, de torturer quelqu'un ou de poser des actes attentatoires à sa dignité ou à sa personne. Vous comprenez un peu? C'est comme ça que, lorsque vous constatez ce genre de pratiques, il est toujours bon de les dénoncer parce que ça constitue une infraction. Ça constitue une infraction qui est prohibée, donc qui est prescrite par notre loi. La personne ou les personnes qui subissent ce genre de traitement, bien qu'aux arrêts, n'étant pas encore condamnés, est-ce qu'ils sont capables de porter plainte par rapport à ce genre de traitement? Effectivement, ils sont capables ou ils sont autorisés de déposer plainte contre les agents qui sont mal comportés à leur égard. C'est comme ça que quand vous prenez l'article 180 du Code pénal congolais, vous allez trouver qu'il y a une infraction qui est inscrite dans cette disposition. Cette infraction, c'est laquelle? On appelle cette infraction atteinte aux droits garantis aux particuliers. Atteinte aux droits garantis aux particuliers. Et qui sont coupables de cette infraction? Ce sont des agents publics. Et ceux qui viennent en mission? Ceux qui viennent en mission. Entre autres, cette infraction peut être reprochée aux magistrats, peut être reprochée aux OPJ, peut être reprochée aux éléments exécutants de mandats ou des invitations que nous avons envoyées sur le terrain. On peut les reprocher de cette infraction-là parce qu'ils ont porté atteinte aux droits garantis aux particuliers. Quels sont les droits qui sont garantis aux particuliers? Nous avons droit à la liberté, nous avons droit à la vie privée, nous avons droit au plaisir, nous avons droit à beaucoup de choses. Ce sont nos droits que nous avons qui sont reconnus même par la loi. Et ces droits-là, lorsque vous portez atteinte à ce droit-là, donc je peux me plaindre auprès soit du magistrat, soit d'un officier de police judiciaire, et je suis en droit de faire ça. Vous comprenez un peu? Donc, comme il n'est pas permis à ce que quelqu'un puisse porter atteinte à mes droits, une fois que je le constate, je peux porter plainte et je suis en droit d'obtenir réparation par rapport à ça. Le problème, c'est seulement que les gens ne connaissent pas que lorsque leurs droits sont violés, auprès de qui ils peuvent se plaindre et comment se plaindre. C'est ça le problème. Nous devons travailler sur la formation et l'information. La formation auprès de ces agents qui exécutent le mandat, peut-être, les invitations et tout ça, et la formation auprès de la population qui subit ce qu'on est en train de dire ici, mais qui n'est pas en mesure de dénoncer ou de porter plainte pour qu'ils soient rétablis dans leur droits. Effectivement, mais restons toujours dans la même logique. Je prends l'affaire, c'est vrai que ça nous rattrape parce que c'est cette affaire qui nous a inspiré à faire cette émission par rapport à comment sont traitées les personnes quand ils sont arrêtés. Dans l'affaire Partouze, nous avons tous vu qu'il y a eu mort d'homme. C'est vrai que quelqu'un peut être fautif, mais comme il n'est pas encore condamné, vous venez de le dire, il jouit de sa présomption d'innocence. Est-ce que quand une personne est arrêtée, même s'il a été pris en flagrance, doit être torturé? Je dis ici d'entrée de jeu que les tortures sont interdites sur toutes ces formes. Les tortures. Vous ne pouvez pas vous permettre, parce que vous avez une parcelle de pouvoir, de torturer
une personne. Vous avez suivi aussi, toujours au niveau des réseaux sociaux, oui, un magistrat du parquet de Kinkole, si je ne me qui a marché sur la tête d'une dame. Sur la tête d'une dame. Effectivement. Vous savez qu'il y a une action qui a été ouverte contre ce magistrat. Okay. Pourquoi? Parce qu'il a torturé cette dame. Quand bien même que c'est un magistrat, mais il y a une action qui a été ouverte, il y a eu même des avis de recherche parce qu'il était en Nous avons suivi dernièrement les CNDH, c'est enquéri de la situation. L'association de droits de l'homme qui ont haussé les tons par rapport à ça. Pourquoi? Parce que les tortures sont interdites. Vous n'avez pas le droit de torturer quelqu'un parce que la personne est présumée avoir ou est soupçonnée d'avoir commis une infraction. Vous comprenez un peu? Vous n'avez pas le droit d'arrêter quelqu'un et le filmer, le torturer ou faire quoi que ce soit parce que on vous a dit que non, il a violé ou il a fait ceci, il a fait cela. Non, même si c'est le cas de flagrance, vous devez arrêter cette personne, la traiter avec dignité, l'amener auprès de la personne qui doit l'auditionner, qui doit le juger et qui doit déterminer si effectivement l'acte posé par la personne constitue une infraction et que aussi celui qui doit être condamné pour cette infraction, c'est la personne qui est arrêtée. Vous comprenez? Nous avons toujours suivi, même dans plusieurs des cas, on arrête, non, on a arrêté des Koulouna de gauche, on a arrêté des Koulouna à droite, mais vous trouverez aussi que parmi ces gens-là, il y a des innocents. Il y a des innocents, peut-être parce que quand ils ont commis les forfaits, il y a quelqu'un qui passait par là, qui ne connaissait absolument rien, mais quand la police est arrivée, d'abord, on met d'abord la main sur tout le monde, on dit que non, c'est pour des raisons d'enquête. Maintenant, si vous torturez quelqu'un qui ne faisait pas partie de la bande de ces Koulouna, vous l'avez torturé alors qu'il n'était même pas concerné par l'affaire. Et d'ailleurs, vous ne pouvez pas torturer quelqu'un parce qu'il a commis une infraction. Lorsque quelqu'un commet une infraction, il doit être jugé et sanctionné. Mais l'objectif de la sanction, d'ailleurs, c'est quoi? La sanction, ce n'est pas pour faire souffrir l'infracteur. Non. La sanction, a pour objectif de resocialiser l'infracteur. C'est-à-dire rééduquer celui qui a commis l'infraction, le réintégrer encore dans la société. Parce que l'infraction, c'est quoi? C'est un acte que vous avez commis, mais qui ne cadre pas avec les lois de la société. Vous comprenez? Vous vous êtes dévié de la société. Maintenant, pour vous retourner dans la société, on doit vous infliger une sanction qui doit vous priver que prochainement, vous ne puissiez pas poser encore le même acte. Donc, l'infraction, quand vous la commettez, la sanction a pour objectif de vous réintégrer dans la société. C'est comme ça que on appelle toujours les prisons le centre de rééducation. C'est-à-dire, on est en train de vous rééduquer pour que vous puissiez retourner dans la société. Parce que les sanctions, on peut prononcer aujourd'hui une sanction de 2 mois, on peut prononcer de 2 ans, 3 ans. Après 2 ans ou de 3 ans, quand vous purgez votre peine, vous allez partir où? Vous allez rentrer dans la société. Et comme vous avez purgé la peine de 2-3 ans, quand vous rentrez, vous ne pouvez pas encore revenir à cet acte-là. Vous voyez un peu? C'est ça l'objectif de la sanction, c'est la rééducation ou la resocialisation de celui qui avait commis la bavure. C'est ça un peu au fait le problème. Ce n'est pas que parce que quelqu'un a commis une infraction, il est directement exclu de la société, il ne doit pas vivre, non, il a commis une infraction, il doit être jugé, mais quand bien même qu'il doit être jugé, il doit être traité dignement parce que c'est une personne humaine. Vous comprenez? Raison pour laquelle vous avez vu même beaucoup de pays ont adhéré à cette convention sur l'abolition de la peine de mort. On ne veut pas que, parce que quelqu'un a commis une infraction, que la peine de mort lui soit affligée, parce qu'on a constaté que cette sanction est très sévère. Comme l'objectif de la sanction, c'est la resocialisation. Quand vous tuez la personne, vous l'avez resocialisée? Non, vous l'avez éliminée. Or, personne n'a le droit d'ôter à une autre la vie. Vous comprenez un peu? Donc, la vie humaine étant sacrée, nous devons traiter des gens avec dignité pour que nous puissions vivre notre vie là calmement et dignement aussi. Entre les services spéciaux, c'est-à-dire renseignements, autres services, et la police, qui sont censés aller arrêter quand il y a soit convocation ou il y a dérapage? Parce qu'à l'heure actuelle, nous voyons tous ces services spécialisés sur le terrain
Et ça commence à créer un peu de la confusion. Sous d'autres cieux, les agents de renseignement ne sont pas connus. Mais chez nous, curieusement, ils viennent se présenter dans les agents à ANER. Donc on se demande, est-ce que ce n'est pas parce qu'il y a cacophonie ou ces désordres organisés dans la manière d'arrêter que nous sommes en train de vivre ces théâtres en République démocratique du Congo et sur la toile? Qui sont réellement censés d'aller arrêter, surtout que les personnes qu'on arrête le plus souvent sont civiles? C'est une question très très importante que beaucoup de gens doivent connaître. Et je vais préférer à ce que sur cette question-là, que nous puissions aussi essayer de parler un peu aussi en lingala pour que ça sera une bonne chose. Puissent un peu comprendre. Le problème que nous devons d'abord cerner dans cette question-là, c'est quoi le problème? Le problème d'abord, c'est que nous devons savoir c'est quoi la police, c'est quoi les services spéciaux, c'est quoi l'ANER, c'est quoi le parquet, c'est quoi le parquet, qui est OPJ. Vous comprenez? Vous avez posé la question de savoir qui est censé aller arrêter. Ici, je veux répondre pour dire que lorsque une plainte est déposée au niveau du parquet, le parquet utilise souvent les agents qu'on appelle les APJ. Donc, les agents de police judiciaire. Vous comprenez? Les APJ qui sont au niveau du parquet. Qui sont au niveau du parquet. Et là, je vais vous dire aussi que les OPJ que vous voyez là sont sous l'autorité du procureur de la République. C'est auprès de celui-là que tous ces OPJ-là prêtent serment. Vous comprenez? Donc, ils sont là pour exécuter les ordres qui viennent du procureur de la République lorsqu'il s'agit d'une dénonciation, d'une infraction portée à sa connaissance. Ils exécutent les ordres qui émanent du procureur de la République. Et tous les dossiers que ces gens-là traitent dans leur bureau finissent par être envoyés auprès du procureur de la République. Vous comprenez? Arrêter une personne, c'est un pouvoir qui est exclusivement reconnu au procureur général. Parce que c'est lui qui est le maître de l'action publique. Vous comprenez? C'est lui qui est le maître de l'action publique. C'est-à-dire, c'est lui qui est le maître de la garantie de l'ordre public. Vous comprenez? Et les policiers, les OPJ et tout ça, on les appelle le bras du ministère public. Donc, ce sont les envoyés du procureur. Vous comprenez? Ce sont les envoyés du procureur. Et comment ils arrivent à aller arrêter? Et avec quel document ils peuvent aller arrêter quelqu'un? Parce que vous devez savoir aussi qu'au niveau de la police, il n'y a pas de mandat d'amener au niveau de la police. Un policier ne peut pas signer un mandat d'amener. Le mandat d'amener ne peut pas être signé par un policier. Le mandat d'amener émane du procureur. C'est le procureur qui donne le mandat pour dire qu'allez amener la personne. Parce que c'est lui qui garantit le droit de la liberté à tout le monde. Vous voyez un peu? Donc, et ce sont des exécutants. Mais ils ne peuvent pas se réveiller un certain matin et dire je vais arrêter tel, je vais arrêter. C'est pourquoi on parle aussi des arrestations arbitraires. Parce que ce sont des arrestations faites en dehors des normes et faites aussi par la personne qui n'a pas qualité de le faire. Vous comprenez? Ici, la police a une mission. La mission de la police, elle est connue de tout le monde, c'est protéger les personnes et leurs biens. Vous comprenez? Protéger les personnes et leurs biens. Lorsque vous protégez les personnes et leurs biens, cela ne veut pas dire qu'arrêter les personnes. Mais lorsqu'il y a quelqu'un qui veut porter atteinte aux biens des personnes que vous êtes censé protéger, qu'est-ce que vous allez faire, vous, la police? Vous devez intervenir pour protéger les biens qui risquent d'être volés ou qui risquent d'être détruits. Vous comprenez un peu? C'est comme ça, vous voyez, la police intervient lorsqu'il y a des troubles, on cherche peut-être à voler dans un magasin, on cherche à piller, on cherche à faire ceci, la police vient. Et lorsque la police arrive, c'est pour protéger les biens, en même temps, protéger aussi les personnes qui risquent d'être agressées par ceux qui sont venus pour voler peut-être les biens d'autres. Et aussi le fait d'arrêter aussi, parce que quand la police arrive dans ce genre de choses, elle interpelle aussi.
certaines personnes. Le fait d'interpeller ces personnes-là ne veut pas dire seulement que non, on les a arrêtés tout simplement pour les priver de la liberté et tout ça. Non. Aussi, c'est pour les protéger aussi. Contre d'autres risques qui peuvent venir. Maintenant, on peut les interpeller. On les amène au niveau du bureau. Après quoi, vous allez voir que ces gens-là vont rentrer chez eux. Donc, c'était tout simplement une mesure préventive pour éviter à ce qu'il y ait de dégâts, éviter à ce qu'il y ait beaucoup de choses qui peuvent intervenir là-bas. Maintenant, les services spéciaux ou le service de l'ANER, comme vous avez dit que non, voilà, aujourd'hui, vous trouvez quelqu'un, il vient vous dire que non, moi je suis l'agent de l'ANER. Non, ça, on appelle ça en droit trafic d'influence. Vous comprenez? Les agents de l'ANER ne sont pas censés se présenter chez quelqu'un pour lui dire que moi je suis agent de l'ANER. L'ANER veut dire quoi? C'est l'agence nationale de renseignement. Vous comprenez? Oui. Mais déjà, nous connaissons que vous êtes agent de l'ANER. Quel renseignement vous allez avoir chez nous? C'est que ce qu'on avait pour dire, on ne peut pas le dire. Oui, on va éviter parce que tu es l'agent de l'ANER. Ce sont des agents qui vivent dans la clandestinité. Ce sont des agents non apparents. Vous comprenez? Oui. Donc, vous pouvez rester avec lui ici sur le plateau, mais vous ne savez pas que celui-ci, il est de l'ANER. Et tout ce que vous allez dire, tout ce que vous allez faire, si ça relève maintenant de sa mission, de sa compétence, il n'a qu'à informer. Vous comprenez? Il n'a qu'à informer pour que, si cela demande à ce que vous soyez interpellé et que vous soyez auditionné pour avoir de plus amples détails sur ce que tu parlais ou sur ce que tu comptais faire, on va maintenant utiliser d'autres personnes. On ne va pas utiliser celui qui était avec vous sur le plateau. Vous comprenez? Parce que vous allez découvrir que c'est un agent de l'ANER. On va utiliser d'autres personnes. Tout comme on peut utiliser le parquet, les agents du parquet. On peut utiliser les agents de la police judiciaire. On vous interpelle et puis on vous transfère à l'ANER pour que vous soyez interpellé. Les agents de l'ANER, ce sont des agents non apparents. Ce ne sont pas des gens qui doivent passer à la chaîne de télévision, dire aux gens, non, vous me voyez, je suis là, l'agent de l'ANER. Non, ça, c'est tout. Ça, on appelle ça trafic d'influence. C'est ce que j'ai toujours condamné aussi quand vous voyez devant les écrans, vous voyez quelqu'un qui dit, moi, je suis général, moi, je suis colonel, moi, je suis capitaine, et je suis commandant. Non, non, ce n'est pas ça le travail de la police. Le travail de la police, ce n'est pas de se présenter à la télé, de se présenter devant le micro, commencer à dire que non, j'ai arrêté celui-ci, j'ai fait. Non, non, ça, ce n'est pas le travail de la police. Les officiers, ce sont des éléments que nous devons sécuriser, que nous devons garder. Nous devons garder parce qu'en cas de problème, ce sont des cibles de l'ennemi. Vous comprenez un peu? Donc, les services spéciaux, déjà vous avez appelé ça services spéciaux. C'est-à-dire que ce sont des services spécialisés dans un domaine. Vous comprenez? Ce sont des services spécialisés dans un domaine. Par exemple, je peux prendre par exemple le domaine de la recherche, par exemple. Des objets volés, des tournées volées par exemple, de véhicules et de tout ça. Il y a des services spécialisés pour ça. Vous comprenez? Vous pouvez déposer plainte à un sous-siat ou quoi que ce soit. Mais ils ont des tenues de la police. Vous comprenez? Quand ils viennent pour commencer à parler avec les gens, on dit, bon, la police, la police, et tout ça, tout ça, tout ça. Il est difficile de retrouver Moutouka. Qu'ils aient des informations si fiables. Mais les services spéciaux, ils peuvent venir comme ça. Par exemple, comme les enfants de la 6e des humanités présentent des examens ou la dissertation comme ça, ils peuvent s'habiller en uniforme des élèves. Ils viennent là comme aussi des élèves. Ils sont avec vous. Ils sont là comme des élèves au milieu de vous. Ils entendent qu'est-ce qui s'est dit là-bas. Qu'est-ce qu'on dit? Non, voilà. Omoni, inspecteur Wana, t'envoyé, Abandiko Sengabana Mbongo, et tout ça, tout ça. Et lui, il est là. Il commence à approfondir la question. Oh, inspecteur Ango, Sengagi combien? Et ça, il a toutes ces informations-là. Vous comprenez? Il a toutes ces informations. Ça permet maintenant à ce qu'un dossier soit bien ficelé contre celui, l'inspecteur, qui est corrompu ou qui a incité les enfants à la corruption. Vous comprenez? Mais s'il vient là, il dit, moi je suis des services spéciaux, qui est cet enfant-là qui va commencer à lui dire ce que l'inspecteur a fait?
il y a quelque chose qui s'est passé au marché ou quelque part, vous venez là, vous dites non, Bolongo Kuna, un service spéciaux. Mais déjà, on ne va pas vous donner les informations. Vous n'aurez aucune information. Mais quand vous venez, vous devez savoir que vous êtes de tel service, tel service. Et puis, vous allez, comment vous devez vous comporter dans votre service, et surtout que c'est un service spécialisé. Vous comprenez? Le fait de se prononcer, de se présenter déjà, moi je suis de tel ou de tel autre, ça s'appelle le trafic d'influence. Dans leurs règles de jeu, ils ne peuvent pas s'afficher comme ça pour commencer à se présenter. Et donc, il n'y aura même pas des informations fiables qui seront livrées par rapport à ça. En fait, ma préoccupation est celle de savoir qui peut être envoyé. C'est vrai que je sais qu'un dossier militaire, c'est plus la justice militaire qui s'en prenne. Mais restons d'abord dans les dossiers civils. Quand c'est un civil qui commet un forfait, c'est quand même normal qu'on voie le déploiement de plusieurs services de l'État pour seulement peut-être venir chercher. Je prends les cas probants de ce qui s'est passé dans les dossiers partout, parce que c'est ce qui nous a beaucoup plus inspiré pour que nous fassions cette émission. Nous avons entendu dans des vidéos plusieurs services déployés au moment où, là où ils se rendaient, il n'y avait que des civils. Alors, comment la justice doit procéder en cas d'envoyer des éléments sur le terrain, surtout que quand c'est vraiment un dossier civil? Merci beaucoup pour cette question-là. Je comprends l'insistance par rapport à ça. Oui. Je vais vous dire que, vous savez, lorsqu'un dossier est porté devant le parquet, j'ai parlé ici pour vous dire que le parquet a des agents qu'on appelle des APJ qui exécutent le mandat, les invitations et tout ça du parquet. Lorsque c'est au niveau de la police, on utilise les agents de la police qui sont dans l'air SIAT ou sous-SIAT, quelque chose comme ça. Lorsque les dossiers sont au niveau de la justice militaire, souvent on utilise la police militaire. Souvent on utilise les agents qui sont aussi chez eux là-bas pour aller inviter ou arrêter quelqu'un. Mais je vais d'abord souligner quelque chose ici. C'est que lorsque vous avez ce pouvoir d'arrêter, j'ai comme l'impression que j'avais déjà dit ça, vous n'êtes pas l'ennemi de la personne que vous êtes en train d'aller arrêter. Généralement, vous voyez, les gens qui viennent pour arrêter, ils viennent avec beaucoup plus de brutalité. Oui. Pour arrêter une femme, vous voyez, on amène toute une jeep de la police. Pour arrêter une maman, une veuve par exemple. Mais on amène toute une jeep de la police pour arrêter une veuve. C'est pourquoi faire? C'est comme ça que j'ai parlé ici de la formation et de l'information. Vous comprenez? Pour arrêter quelqu'un, il faut avoir cette qualité-là d'arrêter la personne. Vous comprenez? Je vous ai parlé ici que les OPJ que vous voyez dans les sociétés et autres tirent leur pouvoir du procureur de la République. C'est auprès de qui ils prêtent serment. C'est lui qui leur donne ce pouvoir-là d'auditionner une personne. Et le même procureur a le pouvoir de lui interdire, lui dire que toi tu ne peux pas interpeller quelqu'un, toi tu ne peux pas auditionner une personne. Vous comprenez un peu? Mais lorsqu'il faut aller arrêter, vous êtes en train d'aller arrêter. La mission que vous exécutez, c'est une mission de l'État. Vous comprenez? C'est une mission de l'État. Ce n'est pas une mission familiale que vous exécutez là. C'est un travail pour lequel vous avez porté ces tenues-là. C'est un travail pour lequel vous avez prêté serment devant le procureur. C'est un travail pour lequel vous êtes engagé, vous avez le numéro matricule. Vous comprenez un peu? Et quand vous êtes allé pour en arrêter, vous devez vous comporter dignement pour mettre d'ailleurs même la personne que vous devez arrêter en confiance. Vous comprenez? Ça sert à quoi de s'amener avec plusieurs armes pour arrêter un individu qui n'est pas armé? Un individu qui n'est pas armé, vous venez avec des armes et tout ça, c'est pour intimider qui? Vous devez, comme je l'ai dit là, savoir que la personne bénéficie toujours de la présomption d'innocence. Quand vous venez, ce qui doit être fait, c'est que vous avez ce mandat-là d'arrêter une personne, vous venez d'abord, vous arrivez, on vous dit que la personne que vous cherchez, elle est là, vous le saluez d'abord.
vous le mettez en confiance, vous parlez avec la personne. Vous comprenez? Vous parlez avec la personne, vous le mettez en confiance, vous dites que non, voilà, nous sommes venus, nous avons le mandat qui émane du parquet, le magistrat a besoin de vous. Est-ce qu'on peut partir? La personne peut vous dire que non, voilà, comme ça, permettez-moi juste de brosser les dents, changer la chemise, porter quand même les chaussures, comme ça on sort, on part. Non, et puis vous attendez, la personne termine ce qu'il fait là, et puis vous partez. Mais vous ne devez pas venir avec brutalité et tout ça. Quand vous voyez des gens qui viennent de cette façon, avec brutalité, qui ne comprennent absolument rien, ce sont des gens qui ne sont pas formés pour ça. Vous comprenez? Ce sont des gens qui ne sont pas formés pour ça. Et c'est que je réponds à cette question-là pour dire que toute personne n'a pas qualité d'arrêter. Vous comprenez? Oui. Toute personne n'a pas qualité d'arrêter. Ce n'est pas parce qu'on a des tenues de la police qu'on peut toujours arrêter. Non, vous allez arrêter pourquoi? C'est comme ça qu'on va parler de l'arrestation arbitraire. Ce n'est pas parce que vous avez la tenue de la police que vous êtes censé arrêter quelqu'un. Non. Vous ne pouvez pas arrêter quelqu'un comme ça. Et vous devez arrêter qu'au cas où vous avez cette mission-là, ou ce mandat-là. Un policier qui part à son travail, il passe sur la route, il voit quelqu'un là, il arrête. Pour avoir fait quoi? Non. Parce que comme vous l'avez arrêté sans mandat, sans motif, ça s'appelle arrestation arbitraire. Et vous devez être sanctionné pour ça. Vous comprenez? Les agents de la police... Il y a des sanctions qui suivent après avoir... Il y a des sanctions qui suivent. Il y a des sanctions qui suivent. Lorsque vous arrêtez arbitrairement, vous devez être sanctionné. Est-ce que les sanctions viennent du coup ou c'est la personne qui a été arrêtée qui doit d'abord aller porter plainte? En fait, les sanctions ne viennent pas automatiquement. Lorsque vous êtes arrêté, vous vous rendez compte que vous avez été arrêté arbitrairement, vous devez vous plaindre. Vous comprenez? Il y a aussi des sanctions administratives qui émanent du chef direct de la personne qui a posé l'acte. Un policier qui vient sur la route, il arrête quelqu'un sans motif valable et tout ça, il l'amène même au niveau de leur bureau, au niveau des sociétés. Son chef direct va d'abord lui poser la question. Pourquoi vous avez arrêté la personne? Et la personne se justifie. Son chef peut dire tout simplement que non, voilà, ce que vous avez commis ici, c'est un acte délictuel, vous méritez une sanction. Administrativement, il peut les sanctionner déjà. Mais lorsque je sors de là, vous comprenez? Lorsque je sors de là, je peux aussi me plaindre parce que j'ai été privé de la liberté pendant un certain temps pour rien, pour n'avoir pas posé un acte délictuel, mais on m'a privé de la liberté. Je peux aussi porter plainte pour que qu'on puisse me rétablir dans mes droits. Vous comprenez un peu? Les sanctions sont des fois administratives et judiciaires aussi. Nous arrivons pratiquement à la fin, mais je voulais que vous puissiez faire un petit résumé en lingala, c'est-à-dire Mikolo, tu as dit que mon anaba réseaux sociaux. Tango bakangi moto, et lo kwa liboso, bato baye ko kanga, babandi na ko filmer moto baye ko kanga. C'est vrai que moto bakangi azali ko jouir na présomption d'innocence, mais on le met déjà sur la place publique. Qu'est-ce que vous pouvez dire en quelques minutes par rapport à Yabafewan? Ce que je peux dire à les Congolais, il faut que ceux qui bakangi mutu, et coupable. Et de deux, ceux qui bakangi mutu, et pesameli ndingisate na bato ba filmer pour ba publier sur les réseaux sociaux parce que et là on a des conséquences bazo kanga ba responsable ba filmer bango ba publier sur ba réseaux sociaux mais tant likambo na esili ba okende lisusu ko filmer te pour ba buzong c'est sur na réseaux sociaux ba le baké non makambo na esila ki boye moto na zaki na raison ou bien moto na zaki na tort ba sala bango lisute moto bato bazo sala ba biloko wana soki eza ba agent oyo baké ko kanga moto wana nde ba filmer bazo commettre infraction au tobengi atteinte aux droits garantis aux particuliers. Une fois que Moutouana ba filmer pas Batouana a koki ko porter bango plainte même tant waza ya kokangama a ko porter bango plainte Batouana pe ba kosambisa bango pourquoi ba sali loko wana parce que ils ont porté atteinte na dignité na la dignité d'une personne c'est un droit garanti par la loi de la République même par les conventions internationales. Alors comme va porter atteinte à la dignité, Moutouana a porté bango plainte, fait bako sambisa bango. Alors, Moutoumousous oyazo filmé, oyaza agenté mais a filmé. Avec la loi actuelle sur les numériques, je crois que la question sera résolue. Vous verrez que bateau et bazo sala babilo koana, vous êtes en train
de faire de faux témoignages contre une personne, vous êtes en train peut-être de diffamer contre la personne parce que vous ne connaissez pas la raison réelle de l'arrestation. Mais yo, au filmer, au bois qui n'a pas réseaux sociaux, monto ya yibibilo kwa batu, monto ya saliboye, monto ya saliboye. Et il y a d'autres qui créent aussi des faux bruits. Par rapport à Babilo Kouana, il y a des sanctions prévues pour Nayango. Il faut éviter Babilo Kouana, ceux qui va kangi mutu, il y a bien été qu'on filme mutu, azaba responsable de famille, maman yabatu, papa yabatu, tant que tozo bois kanaba réseaux sociaux, tozo sala elo omogo o ya bien été. Tiens non gaga ki, magamba n'installe mi nikolo na yomoko. Ba filmer yo ba bois qui na réseaux sociaux, ba zolo ba Babilo o yomogo yebi atate. Ogoyo gandeni. Et au déranger makasi. Donc ce que nous devons savoir, c'est que pratique wana eza bienté, eza pratique mogo, eza contre la démocratie, eza contre dignité ya batu, eza contre mibeko ya mboka. Soki okoi na kati ya makambongo bakangio, bako sambisa yo pe okosala boloko pona yango. Ye pa na biso awa batu bazo talempe, bazo mekempe ko négliger yango mo muke mais ampleur nango ekomi ko ya siko ya mabe. Alors il faut qu'on mette un peu qu'on sensibilise bato batika ba pratique on a ya ko filma ka ba biloko ko tinda ka gauche droite et tout ça. Je peux prendre un exemple na landaki musicien na biso ya mboka awa je crois Kofi Olomide na France azaki place moko boye azaki ko sala soki makamna ya tournage ya ba clip na ye ina ndama filma ki abwaki ba biloko na réseaux sociaux lelo bazana tribunal bazo samba bazo sambisa muto ya filma ki ba biloko wana. Donc ce n'est pas un bon comportement parce que biloko zolo ba wana peut-être ko balika mususu alors que makambo ezo sale makoneza makambo mususu po muto yo bakangi wana oyebi te pona nini bakangi en plus ko kanga muto ezaka ka te po muto asali mabe et cause la muto mususu ba inviter kaka na justice que aya peut-être a éclairer sur une situation muto na boyi ko kendi ba benge mbala liboso ba benge mbala mibale akiti. Mais malami ça tu vas continuer mandat d'amener pour que aya na makasi aya ko témoigner devant la justice. Mais tant que bakangi mutwana ko kanisaka teke mutwana za coupable. Non, il n'est pas coupable. Peut-être par inadvertance soit ba invitation on est commandité ne ba yeko soyer siko na makasi pour que akende akoma na bureau ya magistrat et puis aloba makambo oyo bako tuna ye pa magistrat. Donc makambo wana toyeba ke eza bien te ko kanga ko filmaka batu ko boka kana ba réseaux sociaux ko salaka ba commentaire na makambo oyo za na maîtrise na ngote. Pour le moment je crois qu'avec la loi sur le numérique batu bele bako se retrouver na boloko pona ya. Voilà, merci beaucoup. Je pense que vous étiez nombreux devant vos postes téléviseurs pour suivre votre émission Ce que dit le droit. Monsieur Dani Chama, la juriste de surcroît, il nous a éclairci dans le sujet au Nyonso Tozalaki na yango lelo. Je pense que il n'est pas toujours évident de filmer quand il y a des choses qui se passent dans la rue, surtout quand on vient arrêter une personne, parce que toute personne interpellée par la justice jouit d'abord de sa présomption d'innocence quand il n'est pas encore condamné. Même aussi quand quelqu'un est condamné, la dignité d'une personne ne peut pas être mise à nu seulement parce que vous avez peut-être besoin de faire de vues sur votre chaîne YouTube, vous avez peut-être besoin d'être suivi sur votre page TikTok et vous allez vous servir d'une situation peut-être qui va détruire la vie d'une personne ou le foyer ou la famille de quelqu'un. Je pense que ce sont des pratiques que nous devons éviter. Je vous dis merci. Vous tous qui étaient devant vos postes téléviseurs, continuez toujours à vous abonner sur votre chaîne YouTube Fondation Maloua Télévision. Et je dis merci à toute l'équipe technique qui nous a accompagnés à ce jour. Merci, on se retrouve pour un prochain numéro.